Manuel Carcassonne est journaliste et éditeur, critique littéraire, notamment au journal Le Point. Il a été aussi directeur littéraire des éditions Grasset, puis directeur général adjoint. Mardi 24 mai 2022, Manuel Carcassonne était invité à la librairie Ombre Blanche pour la présentation de son livre paru chez Grasset, Le Retournement. On a parfois des surprises, donc ce soir, ils sont deux. Alors non pas parce qu'il est bien plus difficile d'avoir une conversation avec Manuel Carcassonne, mais voilà, il y a eu un petit... Mais c'est très bien, finalement. Voilà. C'est un retournement. C'est une triangulation, je dirais même. Donc Brice Torresillas avait été... bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est formidable parce qu'ils vont pouvoir se partager une belle conversation avec Manuel Carcassonne. Voilà, Manuel Carcassonne nous habitue plutôt à publier les autres depuis longtemps, d'abord dans la Maison Jaune Grasset, dans laquelle il avait une direction littéraire pendant de belles années, je ne vais pas dire nombreuses, parce que quand même, il est encore très jeune, avant de prendre la direction des éditions Stock, et nous nous connaissons maintenant depuis un certain nombre d'années où Manuel vient à Toulouse, souvent, enfin, au moins une fois par an, nous parler de sa maison. Et voilà, ce livre est un peu une surprise, et même presque une double ou triple surprise. Il y a des choses des fois que l'on n'entend pas comme cela. Alors je reprendrai le terme que Raphaël Léris, je vais le lui emprunter, il est à elle, mais ce livre qui me faisait l'effet d'une remise à ordre, ou d'un retournement, ou de plusieurs retournements, une lecture à la fois magnifique et puis cette espèce de désordre qui est apparent. Donc cet ordre, ce nouvel ordre dans la tête de Manuel, Raphaël Léris parle de tohu-bohu, qui est un mot finalement très, très adapté et très beau. Voilà, je crois que c'est un très beau compliment que de parler de tohu-bohu littéraire, et en tout cas merci m'avoir permis de faire amplement votre connaissance, Manuel, parce que finalement on parle de bien des choses, mais voilà, on parlait pas. On essaie de ne pas parler de nous trop, on voilà. Parle des autres. Voilà, nous étions prudents ou pudiques. Voilà, maintenant on va vous connaître bien mieux, et surtout on apprend aussi dans votre livre à connaître tellement de choses. Merci à tous les deux. Alors je ne sais pas qui va commencer. Merci Christian en tout cas. Quoi, Brice Torresillas? Ah pardon, j'ai pas dit Maurice. Ah, voilà. Alors Brice Torresillas et Maurice Lugassi, je te remercie. Merci Brice, mais alors Maurice, on est entre nous de toute façon. Qui va C'est dire Brice comment vous partagez les choses? Brice commence. Merci Christian, merci. Et Christian. Il y a toujours un oubli. Oui, tout à fait. Mais c'est normal. Non, mais moi aussi, hein, rassure-toi, je connais l'oubli aussi. Donc, plutôt que de... Moi, la toute première question que j'ai envie de poser, c'est ce qui saute aux yeux quand on regarde le livre. C'est la photo. Quelle est cette photo? C'est moi. Que peut-on en dire? Oui, ça, je me suis douté. Mais dans quelles circonstances et pourquoi avoir fait ce choix? Bah oui, non, c'est une bonne question parce que d'abord merci à vous d'être là, hein, et merci à Christian de nous avoir présenté. On a comme concurrente Carole Delga qui signe en face, donc on va essayer de lancer des grappins pour faire venir des lecteurs qui peut-être pour un livre moins politique mais écrit par son auteur. Voilà. Il fallait, j'ai pas pu m'en empêcher. Non, c'est vrai. Puis ça m'a pris longtemps, je peux vous dire. Non, la photo, en fait, c'est un choix, c'est vrai. C'est très bizarre. Et c'est une question qu'on m'a, figurez-vous, pas posée, jamais posée pour l'instant. J'ai fait beaucoup d'interviews, je dois dire, mais en fait, ça a vraiment été un choix complètement spontané. Parce que je voulais... Alors, je crois que c'était un peu un choix de contrôle, parce que c'est vrai que je me méfiais un peu de ce que... Non pas que je me méfie de l'éditeur, en l'occurrence, qui est un ami, mais je voulais pas laisser à l'éditeur le choix de la photo ou de la bande,
Et j'allais pas avoir je veux dire la photo contemporaine où malheureusement l'âge se marque. Et cette photo en fait de l'enfant, c'est une photo de moi habillé en juge. Et je pense que c'est cette idée. Alors on voit pas très bien sur la photo, mais je suis habillé en juge. Et derrière moi, il y a une tapisserie qui était en fait celle du bureau de mon père, qui est une tapisserie qui ressemble, qui était le glaive et la balance, le glaive et la balance de la justice. Et pour moi, c'était à la fois une manière de citer probablement une forme de comme la présence de mon père sur cette bande, mais aussi, je pense, celle de la loi, c'est-à-dire celle de qui fait la loi, qui décide de la loi, qui subit la loi, et en même temps presque un clin d'œil d'enfant, puisque cette loi, qui est celle des adultes, celle des grandes personnes, celle des gens qui signent en face, c'est une loi déjouée par l'enfant. Et l'enfant mime la loi, et en la mimant, en même temps, il l'a fait dériver. Et dans le livre, il en joue. Et dans le livre, il y a beaucoup de choses qui probablement sont sur la loi, alors à la fois d'un point de vue religieux, mais aussi d'un point de vue républicain et laïque, puisque cette idée de la loi est très forte pour moi, et ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on ne fait pas, et d'une certaine manière, et c'est un peu le sujet du livre, les cases dans lesquelles on vous force à rentrer toute votre vie, et que j'essaie de faire exploser dans ce livre, d'où son côté, je le reconnais, un peu foutraque, comme me l'a dit un ami libanais, mais aussi un peu probablement comme un labyrinthe. Et j'ai lu également qu'au départ, vous auriez souhaité, alors est-ce que c'est une coquetterie, une boutade, vous allez me le dire, faire un livre amusant, un livre plein d'humour. Il y en a un peu du reste, hein, mais j'espère que c'est pas trop, que c'est pas complètement lugubre. Mais non, ce n'est pas complètement lugubre. Ce n'est pas pour autant un livre amusant. Non, je voulais faire un livre effectivement plus drôle, et je pense que ça touchait à certaines choses chez moi qui sont la famille, l'enfance, le judaïsme, l'enquête historique, puisque pour le dire très vite, si on devait donner un sujet à ce livre, qui c'est vrai est assez foutraque, je le reconnais, c'est une histoire d'amour d'abord, c'est une histoire d'amour entre un homme et une femme. Bon, je sais que c'est traditionnel de nos jours, mais c'est comme ça. C'est une histoire d'amour entre un homme et une femme, entre un homme qui lui-même cherche son identité, en particulier son identité juive, et une femme qui est libanaise, qui est arabe et chrétienne. Et cet amour, d'une certaine manière, conduit le narrateur du livre, c'est-à-dire moi, de manière, là, je veux dire, assez transparente, à enquêter des deux côtés. Enquêter de son côté à lui, en tombant comme dans un puits dans 2000 ans d'histoire jusqu'à la chute du Second Temple et à la fuite des Juifs à l'époque, et donc à leur remontée possible dans toutes sortes d'endroits, dont le comte avenessin, donc entre Avignon, Cavaillon, les Juifs de Provence, dont est issue ma famille paternelle, et son histoire à elle, l'histoire de cette femme qui remonte encore plus loin, et dont je m'empare avec une certaine prédation. Et je montre que tout ce qui nous sépare, en fait, nous unit. Donc c'est un livre, je le dis très clairement, pour l'addition des identités, des minorités, et pour qu'on puisse décider qui on veut être en toute liberté, et ne pas être forcé à être quelqu'un. J'ajoute d'un point de vue presque plus personnel ici, que je suis toujours un peu énervé, évidemment, qu'on me range. Je comprends qu'on ait des cases dans lesquelles on vous range, mais c'est vrai que souvent, quand je fais des voyages à droite et à gauche, je me fais l'effet de l'éditeur parisien qui vient, etc. Alors qu'en fait, je veux être aussi d'autres choses en même temps. Et donc, les cases, les identités contraintes m'ont toujours irrité. Mais depuis très longtemps, et même quand j'étais, par exemple, j'ai fait des classes préparatoires en Hippocane, en Cannes, à Paris, et je me souviens très bien que les élèves, on était en compétition féroce, même s'il y avait de la camaraderie, et chacun voulait ranger l'autre dans une case, et ça m'agaçait déjà. Une dernière question, je passerai la parole à Maurice. Justement, cette recherche de quête, ce retour à la judéité, la question que je me suis posée, c'est, sans l'intervention de cet amour de nous, elle n'aurait pas eu lieu. Il n'aurait pas eu lieu, ce retour. Je ne sais pas, parce que peut-être il aurait eu lieu sous une autre manière. En tout cas, c'est vrai qu'il a eu lieu,
mais il a eu lieu, je schématise un peu, hein, parce que sinon on rentre trop dans les détails, je pense, mais puis on attend les lecteurs de Carole Delga qui vont arriver. En fait, c'est que Nour, par sa libanité, par son arabité, par son christianisme hein, aussi, parce qu'en plus elle descend d'un des fondateurs, libérateurs plus exactement, d'ailleurs c'est le meilleur mot, parce que fondateur c'est plus ancien, libérateur elle est ce qu'on appelle, alors accrochez-vous parce que c'est compliqué le Liban, elle est grecque catholique de rite melkite. Donc en fait, il y a deux rites. Hein, le rite orthodoxe, il s'est scindé ensuite en deux, et ça a donné le rite catholique melkite, qui a beaucoup de choses en rapport quand même avec le rite orthodoxe, et qui est un christianisme d'Orient tel qu'aujourd'hui, voilà, on le connaît en France par de nombreux magazines, journaux et livres sur le christianisme d'Orient. Dans la vérité, c'est quand même assez compliqué, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'églises, si j'ose dire, divisées, séparées, schismatiques, et son aïeul a été au XVIIIe siècle, enfin XVIIIe, plutôt début du XIXe, puisqu'il ça va plutôt vers le début du XIXe. Il a été le pacificateur et le libérateur des Melkites, qui étaient à l'époque sous le joug ottoman et qui n'étaient pas libres de pratiquer leur religion. C'est donc aussi une minorité, si vous voulez. Donc en fait, c'est aussi cette alliance des minorités qui m'a fait m'interroger aussi sur le judaïsme, et en fait sur l'idée des origines, parce que je trouve que, on en a parlé tout à l'heure avec Christian Torel, aujourd'hui on est moins traversé d'histoire au sens historique que jadis sans doute, et je pense que pour beaucoup notre identité en souffre aussi. Maurice. Oui, merci. Vous avez déjà dit beaucoup de choses, mais mais c'est bien. Mais par rapport à l'expression qu'a utilisée, qu'a reprise Christian Torel, le tohu-bohu, qui est à l'origine de la création du monde. Et ça m'a fait penser finalement à votre livre, c'est-à-dire que votre récit commence effectivement par un tohu-bohu, par un grand, en hébreu on dirait balagan, un grand bazar, où on part dans toutes les directions. Et effectivement, à un moment donné, il semblerait que ce soit l'amour, en l'occurrence Nour, qui va redonner une direction et qui vous redonne la direction à la recherche de vos ancêtres, de vos ascendants. Par l'alliance des minorités, on en parlera, mais est-ce que ma lecture, finalement, elle est fausse, voire ici un grand bazar, et qui finalement va vers une forme de cohérence? D'un point de vue purement, disons, très biographique, autobiographique, en fait, c'est très simple. Hein. Donc, moi, je dirige une maison d'édition. J'étais dans une autre maison d'édition avant. Je me suis beaucoup occupé des autres. Je me suis beaucoup occupé des éditeurs dans la salle. Ils savent qu'on s'occupe des autres dans l'édition. Donc, il y a un vrai rapport à l'altérité qui passe par le travail que j'ai fait avec des auteurs, avec quand même beaucoup de gens pendant des années. Et puis un jour, je reprends la maison Stock en 2013 et tout arrive. Je fais un détour, mais c'est pour vous expliquer. C'est vraiment très biographiquement simple. C'est qu'en 2013, je reprends une maison d'édition dans le cadre d'une succession difficile, mais qui pose en fait le vrai problème de cette succession, que je n'ai compris qu'après, c'est le problème de la transmission. C'est à qui on transmet, comment les choses sont transmises. Et quand vous êtes dans une succession, c'est une transmission aussi, et c'est une transmission qui peut être très complexe. Donc c'était une transmission complexe. Au même moment, pour des raisons auxquelles je ne vais pas revenir ici, je divorce, et j'ai à peu près tout en même temps. J'ai 2 petits-enfants dont je m'occupe, et j'explose. C'est le tohu-bohu et peut-être le vacarme initial, c'est-à-dire que je me retrouve sur un lit d'hôpital, complètement en burn-out et un peu hagard. Et en fait, la relation que j'ai avec Nour commence à peu près là. Elle commence par écrit, on s'écrit. Et sur mon lit d'hôpital, alors que j'étais quand même pas dans un état fameux, en fait, cette relation me sauve, parce que j'ai un instinct vital très fort. Et je me suis dit, si je reste dans ce lit d'hôpital, là, à gare, avec des gens qui prennent des médicaments toute la journée, je vais pas m'en sortir. Donc, je m'en sors déjà, en fait, si vous voulez, par une forme d'altérité aussi. Je commence à communiquer avec elle, à écrire des mails, etc. Il ne se passait rien entre nous. Et d'une certaine manière, cette relation me sauve. Mais très étrangement, sur ce lit d'hôpital, au moment où le psychiatre, parce que c'était un service psychiatrique, arrive, que je n'avais jamais vu de ma vie, avec sa petite cour d'interne, vous savez, comme il y a des grands patrons d'hôpitaux, comme ça, il s'assoit, et moi, très sérieux, un très bon élève, comme souvent,
je m'assois aussi sur mon lit et il me dit alors, qu'est-ce qui vous est arrivé? Et je ne sais pas ce qu'il me prend, je sais pas ce qu'il me prend. Je lui réponds, ah mais docteur, je suis d'origine juive. Alors il me regarde, un peu étonné. C'était vraiment un peu un film de Woody Allen. Et là, il a cette phrase géniale. Il me dit, d'origine? Pourquoi d'origine? Vos parents sont juifs? Je dis, bah, alors tout d'un coup, je calcule, je dis, ah oui, ils sont juifs depuis longtemps. Ah oui, depuis toujours, bah, vous êtes juif. Alors là, tout d'un coup, il y a une espèce d'étrangeté, si vous voulez, de cette évidence. Mais pourquoi je lui dis cette phrase? Alors que j'aurais pu dire, je viens de divorcer, j'ai trop de boulot, oh, c'est compliqué, la vie est compliquée, je sais pas quoi. Et je dis cette phrase, je ne saurais jamais moi-même pourquoi je dis cette phrase. Et le mot origine... Même après voilà. le livre, vous l'ignorez? J'ai un ami qui est un philosophe et écrivain d'origine libanaise qui m'a dit, j'utilise le mot origine pour lui, qui m'a dit ce qui compte, c'est pas le mot juif, c'est le mot origine. Et en fait, je trouve ça assez vrai. C'est-à-dire que tout d'un coup, le mot origine, probablement renvoyé au problème, c'est quelle est notre origine, quelles sont nos origines, quelle importance ça a pour nous, est-ce que ça a de l'importance, etc. Et pour cela, nous ne sommes sans doute pas égaux. Peut-être que vous êtes à l'aise avec l'origine, d'autres le sont moins, etc. De toute façon, tout le livre, c'est aussi la quête de vos origines. Donc, il y a une quête. Et ces origines qui vont à la fois une quête des origines, une quête de l'identité juive, de cette grande énigme. L'hôpital psychiatrique qui est finalement une sorte de ghetto heureux. Donc on retrouve aussi cette dialectique du juif qui dans le ghetto ou hors du ghetto. Ce qui est fascinant dans votre récit, c'est la multiplicité des références. C'est à la fois, c'est une, comment dire, c'est une culture à la fois multiséculaire et au niveau, enfin, je parle des références rien que françaises, sans aller même jusqu'au Liban. Et finalement, est-ce que ça aussi, ça fait partie de votre tohu-bohu, cette multiplicité des références, cette diversité, mais même pas diversité, cette infinité culturelle? Oui, c'est-à-dire que, en fait, ce qui s'est passé, donc cette histoire d'amour, donc me tire de la dépression, les histoires de travail s'arrangent, les enfants finissent par aller à l'école, donc je sors de cette espèce quand même d'impasse, d'impasse un peu psychanalytique et existentielle, et puis ça se passe assez bien. Et puis Nour m'emmène au Liban. Je vais répondre à votre question. Nour m'emmène au Liban. Et là, tout d'un coup, je découvre de qui je suis tombé amoureux quand même, parce que c'est quand même spécial. Si vous n'êtes jamais allé, ça fait un peu un choc. Et dans ce choc, elle m'emmène, il y a le choc de Beyrouth, puis il y a un deuxième choc qui est qu'elle m'emmène dans la montagne, dans son village. Alors, tous les Libanais ont un village, tous. Il y a toujours un endroit, un village, un truc, même petit, mais bon. Donc, on va dans son village, qui se trouve être exactement, que je décris beaucoup dans le livre, qui est très beau, qui se trouve être à la frontière du Liban, de la Syrie et d'Israël. Donc c'est bien sûr au Liban, mais c'est sur les contreforts du mont Hermon, qui est un mont biblique, qui est sacré pour les Druzes, sous le nom de Jabal el-Sher, et qui est littéralement, l'autre côté, c'est le plateau du Golan. L'autre côté, à pied, on n'est pas très loin d'Israël, et on n'est pas non plus très loin de la Syrie. Et là, bon, déjà, cet endroit, historiquement, est assez symbolique, quoi, chargé. Et puis, alors, qu'est-ce qu'il là aussi lui a pris? Elle m'emmène voir le cimetière de ses grands-parents, qui est là, et elle me dit, alors que bon, je pense quand même que je suis encore assez jeune, elle me dit, est-ce que ça te va si on t'enterre là après ta mort? Alors là, je me dis, mais ça va pas. Et en même temps, je me mets justement à réfléchir encore sur cette idée de l'origine. Parce que d'une certaine manière, est-ce que je ne suis pas plus proche de mes origines là qu'au cimetière Montparnasse, où, d'après ma famille, on m'a gardé une petite place? Donc oui, cette pluralité des références, elle vient de la construction du livre, qui est une construction, c'est vrai, un peu, je l'ai fait exprès, un peu foutraque, mais aussi arborescente, puisque en fait, une lecture me mène à une autre lecture, et je fais halte en fait sur ces 2000 ans d'histoire, pour ne pas quand même assommer tout le monde. Je fais halte sur des grandes figures en fait qui m'ont fasciné, mais grandes figures qui ont un rapport toujours avec l'histoire centrale. C'est Maïmonide, c'est Crémieux qui est un de mes ancêtres, parce que Carcassonne était le nom, je crois, de sa mère. Enfin, il y avait un Carcassonne dans son ascendance immédiate. C'est Béni Lévy, dont je parle beaucoup. Donc, c'est des figures. Bernard Lazare, qui m'a fasciné. C'est des figures. Ce sont aussi des phares qui vous aident. Exactement. Ce sont des figures tutélaires auxquelles je m'accroche. Et comme je vais vraiment d'une branche à une autre, si vous voulez, et ce sont des branches
extraordinaire. Hein. Rien que Maïmonide, j'aurais pu passer ma vie à étudier Maïmonide, mais je crois que je ne suis pas le seul. Oui, il est même question de Nostradamus, j'ai vu ça. Oui, parce que je découvre que Nostradamus a grâce aux travaux de Madame Yankou, dont on parlait tout à l'heure, qui est une historienne qui vit à Montpellier et qui est l'une des rares historiennes encore contemporaines vivantes de l'histoire des Juifs du pape et du Languedoc, parce qu'elle a aussi des livres sur les... Parce qu'ils viennent du Languedoc, avant en fait d'être comte vénessin, ils viennent du Languedoc. Et je découvre que Nostradamus a comme grand-père ou arrière-grand-père Davin de Carcassonne. Alors ça, j'ai adoré. Et ce qui est passionnant, alors évidemment, vous savez, voilà, ça me mène à ça, mais au lieu de m'arrêter là, du coup, je lis 3 livres sur Nostradamus, et je me rends compte qu'à l'époque de Nostradamus, qui est une sorte quand même de professeur Raoult de l'époque, hein, parce qu'il est farfelu, il a inventé des tas de produits, il est quand même extrêmement maltraité par l'opinion publique, hein, il y a des pamphlets contre lui, etc. Mais les pamphlets contre Nostradamus sont des pamphlets antisémites. Or, Nostradamus n'était pas juif, il n'était plus juif, il s'était converti 2 générations avant. Mais les pamphlets qu'il y a contre lui, et que l'auteur de la biographie très sérieuse publiée aux éditions Gallimard de Nostradamus que j'ai lu, les pamphlets qu'elle cite, sont des pamphlets antisémites. C'est-à-dire qu'on lui reproche comme une tâche qui ne s'en va pas, en fait. Et ça, c'est quelque chose... Il y a la très belle, j'ai beaucoup lu Lévinas pour ce livre. On trouve beaucoup ça chez Lévinas. Il y a cette idée que c'est l'irrémissible, il le dit lui, mieux que moi, l'irrémissible de l'être juif. Donc Nostradamus avait beau être converti, ça ne marche pas, en fait. Dans votre parcours, il y a des... l'identité juive, ce que je trouve très intéressant, et l'une des raisons pour lesquelles il faut lire ce livre, c'est dans la recherche de cette identité juive, j'ai l'impression qu'il marque, ce livre, une étape nouvelle par rapport à ce qu'on a lu antérieurement. Alors je m'explique. Par rapport ça fait des décennies que je lis de Albert Cohen, Edmond Flegg, etc. C'est un beau compliment, hein, je ne suis pas venu pour rien. Là. Oui, mais vous allez voir où je veux en venir. Il va y avoir une coda vénéneuse. Non, pas du tout. Il n'y a pas du tout de que vénéneuse. Non, vraiment. C'est-à-dire... la recherche. Bon, par exemple, moi, je suis un fan d'Albert Cohen, qui est cité à peine une fois, et ça m'a étonné. Mais maintenant, je comprends mieux. C'est pas mon univers. Oui, c'est ça. C'est pas votre univers. Parce que dans Solal est confronté à l'antisme. Parce qu'au début, je vous voyais en un Solal qui est. Ça, c'est Antoven. Ou Bernard-Henri Lévy. Ouais, je sais. Ouais. Mais je voyais ça comme ça, à la recherche des femmes non juives, à la recherche d'une réussite sociale, confronté à l'antisémitisme. Or, vous écrivez, ce livre ne porte pas sur l'antisémitisme, il existe, et alors, c'est un fait historique, etc. À vrai dire, je m'en fous. Et ça, c'est hyper intéressant. Il y a ce premier point, je vous donne tout de suite le deuxième point, et c'est là que vous êtes dans une étape 21e siècle et non plus début 20e comme avec Cohen et les autres, ou même avec Enthoven et BHL, c'est que vous avez dépassé vous êtes dans un vrai cosmopolitisme. Cohen, il était dans une forme de nationalisme, même si c'est la France, la Suisse, protestant, ouais. Mais vous êtes allé de l'autre côté de la Méditerranée. Donc, premier point, cet antisémitisme, je m'en fous. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Parce que ça, c'est un peu une provocation. Oui, mais quand même, il y a une non, mais ça, on l'aurait pas écrit. Si vous voulez oui, on l'aurait pas écrit il y a un certain temps, je pense effectivement. Non, c'est que l'antisémitisme, pendant, alors là aussi pour être précis, moi je suis issu, disons mes parents, mes grands-parents, enfin un truc assez proche d'un milieu typiquement bourgeois, laïque, assimilé, de province. Oui. Non, mais même mon grand-père, c'était un notable d'Aix. Il avait un grand magasin de tissus, mais il était tout à fait juif et il n'était pas du tout. C'était pas du tout quelque chose de dissimulé. Mais c'est typiquement ces gens qui ont voulu, comme il y en a beaucoup d'ailleurs dans le comte vénessin, de familles bourgeoises, laïques, républicaines. J'ai un oncle du côté de mon père, toujours, qui était par exemple sénateur socialiste des Bouches-du-Rhône, et vraiment rien en lui ne signifiait ce judaïsme, sauf qu'il ne le cachait pas, et que c'était toujours quelque chose qui était présent. Donc en fait, l'antisémitisme, je l'ai connu, mais je ne l'ai pas connu d'une manière virulente. Je l'ai connu comme quelque chose qui me faisait presque rire,
tellement il reflétait, je vais être très franc, hein, il reflétait des manières de penser qui me paraissaient absolument médiévales. Enfin, un truc dont je comprenais même pas je comprenais même pas l'intérêt, si j'ose dire. Moi, j'ai des copains de lycée. J'en ai un, par exemple, particulièrement, je me souviens très bien, il est devenu agrégé d'allemand. Faut-il y voir une... C'est vrai, il est devenu agrégé d'allemand. Un type très brillant, d'ailleurs, je me souviens très bien de lui. Il m'avait une fois emmené chez lui à déjeuner. Là, on parle vraiment de la première, ou, vous voyez, la première, ou la seconde, la première, bon. Et puis, il y avait des tableaux, je sais pas, il m'avait dit, ah oui, tu vois, là, ça, c'est des juifs, par exemple, tu vois bien, là, ils ont des, je sais pas quoi, des oreilles décollées, un nez... Je lui dis de quoi il parle. Et en même temps, moi, je ne disais rien. C'est-à-dire, il y avait certainement, et c'est une des raisons sans doute de ce livre, quelque chose de caché, de dissimulé, de prudent. Mais c'est quelque chose que j'ai trouvé dans d'autres minorités, particulièrement au Liban, où c'est très intéressant, parce que pour moi, si vous ne laissez pas le Liban en tant que pays de carte postale, c'est vraiment un pays révélateur, parce que c'est un pays de la profonde altérité, où tout le monde est différent, parce que tout le monde provient de communautés différentes. Il y a 18 communautés. Il y avait 22 synagogues au Liban jusque dans les années 80. Et moi-même, j'ai été visiter la synagogue de Sidon, qui est incroyable, qui est cachée, qui n'est plus en usage, évidemment, et un cimetière complètement caché, par exemple. C'était une vraie aventure d'entrer dans un cimetière. Et en fait, les minorités doivent se protéger. Donc, elles doivent aussi se taire. C'est la différence entre la majorité... Voilà, si vous vous sentez majoritaire à Toulouse, vous dites « Ah, moi, c'est super, je suis toulousain, etc. » Mais si vous êtes une minorité, que tout d'un coup, Toulouse, je ne sais pas quoi, est avalée par une autre grande ville, que je ne souhaite pas, de la proximité, vous allez devenir minoritaire. Ce n'est plus la même manière de poser son identité. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Donc, il y avait quelque chose dans cet antisémitisme qui me frappait, mais que je tournais aussi en dérision. Mais vous, pardonnez-moi, mais pour poursuivre sur je l'ai connu, comme tout le monde. Vous avez cité l'anecdote de cet ami qui vous a montré avec des propos ignobles son tableau, mais dans le livre, vous citez aussi cette personne qui vous demande est-ce qu'il y a plus de nègres ou est-ce qu'il y a plus de juifs en France. Mais ça, c'était un homme vraiment du 19e siècle qui me dit ça, et c'était vraiment... Mais c'est surtout que je cite ma propre honte de n'avoir rien dit. Ouais, mais c'est un passage parce que j'ai essayé vraiment... Alors, j'avais 18 ans ou 19 ans, et mon voisin de table, qui était un grand industriel, je ne sais pas par quelle absurdité du plan de table j'avais été placé là, parce que normalement, ça n'aurait pas dû avoir lieu. Mon voisin de table était un homme âgé, grand industriel, Ferdinand Béguin, c'est les sucres. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, vous vous souvenez des sucres béguincés. Et je pense qu'il voulait me signifier que je n'étais pas le bienvenu dans la famille. Donc, au lieu de me dire, jeune homme, quel est votre pédigré, il s'est tourné vers moi. Il avait un profil comme ça, très aquilin, très maigre, très noir de peau. Et il m'a dit, jeune homme, en France, vous pensez qu'il y a plus de nègres ou plus de juifs? Alors bon, très prudemment, je répondu prudemment. mais non, si vous voulez, la phrase qui m'a le plus, bizarrement, dans cette période-là de ma vie où c'est vrai que voilà, je suis souvent en fait dans des milieux très différents du mien, ce qui m'avait presque le plus vexé, c'est un couple de gens qui étaient là, toujours dans cette même maison, très belle, au bord de la Méditerranée, en Corse, et qui m'avait dit « Jeune homme, vous ne mesurez pas la chance que vous avez d'être là. » Alors ça m'a vraiment vexé, parce que ça voulait vraiment dire « Toi, tu sors vraiment de ton ghetto, mais aussi d'un point de vue social. » Et donc ça, si vous voulez, généralement, ça me stimule. Ouais, c'est ça. Mais je sors de l'identité, enfin, on sort jamais de l'identité juive ou de la quête de l'identité juive dans ce livre. Mais je ne parle pas que là-dessus, hein, au demeurant, parce non. que c'est vrai que c'est important dans le livre, mais c'est aussi, non, voilà, il y a d'autres thèmes. Oui, il y a d'autres thèmes. Mais J'essaie de raccrocher quelques lecteurs que le thème du judaïsme n'intéresserait pas. Après, non, je vais juste lire 2 débuts de phrases que je trouve très baudelairiens. Ma jeunesse fut un mensonge. Je voulais jouir de tous mes masques. Et là, j'ai pris 2 phrases avec 100 masques. De tous mes masques. C'est avec 100 pages d'écart. Et dans votre histoire, finalement, je reviens à cette multiculturalité. Mais cette multiculturalité, finalement, elle retrouve l'unicité que vous êtes. Et est-ce que maintenant,
après avoir écrit ça, vous vous retrouvez davantage unifié? Oui, je pense que c'est un peu le sujet, j'irais un peu fondamental quand même du livre, mais sûrement le cas pour des tas de gens, c'est la recherche de l'unité. C'est vrai que c'est un itinéraire aussi un peu spirituel, au sens où j'essaye d'aller vers l'unité, sachant que c'est très difficile en fait de trouver l'unité. Il y a peut-être des gens pour qui c'est naturel, ça l'est moins pour moi. Les masques, c'est quelque chose derrière lequel on se protège en fait. Hein. Et quand on est jeune, quand on entre dans la vie, quand on va, j'ai eu la chance dans ma vie aussi de connaître beaucoup de gens assez extraordinaires, grâce à la critique littéraire, grâce à l'édition, grâce à aux aléas de la vie, hein, si je veux dire biographiques. Donc je le raconte dans le livre et je lui consacre un ou deux chapitres. J'ai été le genre de Meusson pendant 15 ans. Donc ça m'a aussi permis en fait de connaître beaucoup de gens. À l'âge que j'avais, c'était assez extraordinaire hein, aussi. Et non pas qu'ils étaient tous extraordinaires, mais la situation l'était aussi. Puis il y avait des gens formidables. Et en fait, je me dissimulais pas mal parce que par prudence, porter des masques, c'était probablement ne pas souffrir. Justement, et c'est pour ça que l'antisémitisme, j'arrivais à le dévier par des masques, si vous voulez, par de l'ironie, par de l'humour, par de la remise en question, et ça n'est que, en fait, tardivement, et finalement à travers l'expérience ultime, justement, de Nour, du Liban, de cette arabité chrétienne qui est très étrange hein, quand on la connaît pas. Hein, et il m'a fallu du temps pour... je suis encore pour comprendre les codes, pour comprendre ce qu'on pouvait dire, ne pas dire, comment il fallait se comporter, ne pas se comporter, etc. Mon fils, on a un fils, il a quand même été baptisé à l'archevêché grec catholique Melkite de Beyrouth. Ça m'a quand même fait un choc. Hein. En fait, tous mes enfants sont baptisés. C'est pas, faut pas que j'aille voir un rabbin là, parce que ça va pas du tout. Pour enfoncer le clou de la question de Maurice, est-ce qu'au final, pardon pour la formule un peu lapidaire, mais vous vous êtes trouvé? Est-ce que ce livre, vous diriez qu'il vous a permis de vous trouver? C'est une étape. C'est une étape. Une étape. Et est-ce que vous vous êtes trouvé, c'est pas anecdotique du tout, je pense pas, en tant qu'écrivain? Parce que c'était votre premier livre. Vous avez supervisé des ouvrages, mais c'était... Disons que j'ai pas mal écrit en fait, d'ouvrages collectifs, de préfaces, de textes, et beaucoup d'articles. J'avais jamais fait un livre complètement personnel qui m'expose, hein, d'ailleurs. Ouais, je pense que honnêtement, je pense pas que ce soit un livre où j'apparais sous un air toujours sympathique, parce que c'est vrai que je suis pas mal dissimulateur, pas mal... si vous voulez, il fallait survivre. Hein, et pour survivre, j'ai employé quand même finalement tous les moyens que j'avais à disposition. Mais j'essaie de ne pas mentir, ce qui n'est pas facile. J'essaie vraiment de dire des choses de manière honnête. C'est un livre courageux aussi. Je ne suis pas assez courageux, mais j'essaie d'être honnête au sens de ne pas mentir, ce qui n'est pas évident. De ne pas me mentir à moi-même, ce qui est encore plus difficile. J'ai eu des disputes familiales assez fortes à la suite de ce livre, en particulier avec mon frère, qui considère que j'ai une vision complètement personnelle de l'histoire, ce qui est sûrement vrai, hein, mais voilà, on a une vision très très différente des choses, et y compris du judaïsme, qui pense ne pas du tout être une question pour nous, alors que moi je pense que c'est une question qui se pose. C'est une question qui s'est énormément posée à moi en termes de transmission justement à mes enfants, parce que j'avais rien à leur transmettre, parce qu'à moi-même on n'a pas transmis. Donc je pense que vraiment la question de la transmission est centrale là-dedans. Et votre frère ? Non plus, il est alors lui complètement laïque et complètement athée, mais je pense qu'il y a une petite vraiment une question importante pour nos histoires, nos sociétés de transmission. Je crois que les choses iraient beaucoup mieux s'il pouvait y avoir des voies de transmission, des choses qui sont dites, des choses qui sont transmises. Les gens sans doute souffriraient moins, se poseraient moins de questions sur leur identité, parce que malgré tout, et c'est ça qui me fascine aussi avec Nour, c'est que de la même manière que moi je résiste à céder sur certaines choses, je lui ai posé la question d'ailleurs, je lui ai dit si j'avais été par exemple plus
religieux ou plus croyant ou même plus conventionnel en fait, hein, parce que ça peut exister aussi d'un point de vue purement conventionnel de la manière dont on vit, voilà. Est-ce que tu te serais converti? Elle m'a répondu pas du tout. Je m'ai dit pour rien au monde. Tricache, elle vous épargne Oui. pas. Hein, Ah non, ça c'est dur. Vous avez voulu là. C'est elle qui vous a demandé de ne pas avouer son vrai nom, que tout le monde connaît, mais. Dans le livre, vous voulez dire? Oui. Non, c'est moi. Et j'avais plus de possibilités à l'appeler Nour. Parce qu'il y a un petit peu de romance, si j'ose dire, dans sa partie à elle, que j'ai pas voulu dire trop de choses non plus gênantes, mais par exemple, elle m'a tout à fait. C'est le livre le plus chaste que vous pourrez lire. Il n'y a rien d'autre qu'un baiser, c'est tout. C'est vrai. Donc ça, alors là, vraiment, c'est par rapport à la littérature contemporaine plus franche d'un point de vue érotique. Là, vraiment, il n'y a rien. Non, je pense que c'est aussi une possibilité de dire plus de choses sur elle là-dessus. Mais vous voyez, par exemple, récemment, il y a eu... je consacre un chapitre que peu de gens, d'ailleurs, je dois dire, enfin, peu de gens, je ne veux pas dire par là qu'il est difficile, mais je veux dire par là qu'on n'a pas forcément compris quelle place il prenait dans le livre. Mais pour moi, il est très important parce qu'il est sur le commandement moral, sur le tu ne tueras point, hein, qui quand même normalement devrait être respecté. C'est le chapitre sur Sabra et Shatila. Qui, je veux dire, m'a coûté un travail absolument proprement hallucinant. Je suis arrivé à retrouver des livres sur Begin et sur Sharon, à interviewer des gens, à retrouver des journalistes qui sont encore vivants. Après, il y en a beaucoup qui sont morts quand même. Il y a des gens qui étaient encore vivants, qui sont entrés dans le camp, mais qui ne sont pas forcément ceux qui ont écrit des livres. Dont un qui m'a fait une confession vraiment très émouvante au téléphone, hein, une conversation qui a duré 1 heure ou 1 heure et demie, et qui m'a dit « Plus jamais je n'étais journaliste après avoir vu les horreurs de Sabra et Shatila ». Mais j'essayais aussi de ne pas tomber dans l'accusation aveugle et idiote d'Israël pour autant, parce que en fait, je ne vais pas rentrer, parce que là, je pourrais en parler des heures, ça a été un jeu de dupes typiquement libanais, dans lequel tout le monde a trompé l'autre. Et en fait, tout le monde s'est retrouvé avec un massacre absolument atroce, hein, sur les bras, qui a coûté à tout le monde. Donc c'est une espèce en même temps de gâchis général. Israël, les troupes ont été obligées de se retirer. Il y a eu 400 000 personnes dans la rue. Il y a eu la tenue de la commission Kahn. Sharon a perdu son job de ministre. Bon, il n'est pas à plaindre, mais il a perdu son job de ministre de la Défense. Begin était complètement dépressif et il a quitté le gouvernement un peu de temps après. Sa femme venait de mourir, tout ça a joué. Les Libanais, ça a été en fait la défaite maronite totale et ils ont perdu des années d'avancement de leur cause. Les Syriens, ça n'a pas été beaucoup mieux. Gemayel est mort évidemment dans cet accident, enfin dans l'explosion de son QG des Katayeb à Ashrafieh. Enfin, ça a été une catastrophe globale et ce chapitre me fascine pas ce que j'ai fait, mais l'histoire, parce qu'il a incroyablement piétiné tous les commandements d'une tueras point. C'est un truc, sans être un pacifiste forcené, on peut se dire qu'on a rarement vu un point où tout le monde bascule dans l'horreur en s'entraînant les uns les autres dans le précipice. Alors justement, Sabra et Shatila, c'est un peu le trou noir dans ce livre, effectivement, c'est le passage très dur, peut-être le noyau. Et là encore, moi, je ne peux m'empêcher de faire des analogies, cette fois avec le théâtre de Wajdi Mouawad. Wajdi Mouawad, Sabra et Shatila est au cœur. Et son théâtre va tourner autour des ascendants, comme dans votre livre, de la transmission, comme dans votre livre, mais aussi de la Shoah. Pas comme dans votre livre. Et comment je dis pas qu'il faut une analogie entre Sabra, qu'il faut un lien entre Sabra et Shatila. Vous pensez à quelle pièce, pardon? À quelle pièce de lui? Parce Incendie, dans Incendie, mais dans la trilogie, quoi, avec Incendie. Et après, on arrive même à la Résistance. Mais là, non. Pourquoi la Shoah, finalement, est si peu abordée dans votre... D'abord parce qu'elle est quand même écrasante. Hein. Je trouve que... je ne suis pas Anne Berest, là. Je n'oserais pas faire une description... je la critique pas, c'est une amie, mais je me vois pas faisant une description de ce qui se passe dans les chambres à gaz. Et je fais une petite parenthèse, mais il y a un auteur israélien que j'aime beaucoup, que vous connaissez, qui est David Grossman. Oui. Mais je trouve que son livre le moins réussi est celui dans lequel il entre justement dans les chambres à gaz, c'était Voir ci-dessous amour. Oui.
dans lesquels il y a des passages qui m'ont gêné. Donc il y a ça, c'est quelque chose qui m'impressionne, c'est un pan tellement atroce de l'histoire du XXe siècle qu'il y a quelque chose d'impressionnant. Et par ailleurs, pour une raison très personnelle, qui est que ma mère, qui est survivante, parce qu'elle est enfant caché pendant la guerre, elle a 92 ans, elle est objectivement assez cruelle aussi, mais assez forte. C'est quelqu'un de très vital, qui a une espèce de force, de vitalité, qui ne veut absolument pas mourir. Et là, le dernier week-end, elle m'a écrit « J'en ai marre de ta marmaille », ce qui est quand même assez sympathique pour une grand-mère. Voilà, parce que c'est vrai que j'ai eu pas mal d'enfants. Terrible, c'est l'amour maternel n'est pas obligatoire. Oui, c'est terrible, et ça, elle me l'a dit. L'amour maternel n'est pas obligatoire. Mais bon, mais en même temps, elle est très rigolote. Et la Shoah, pour elle, elle a évacué la Shoah. C'est-à-dire, en fait, la guerre, pour elle, a été, alors qu'elle aurait vraiment pu être déportée, si elle avait été déportée, elle y serait restée, qu'elle a vécu enfant caché partout, donc à Saint-Paul-de-Vence à un moment donné, puis à Grenoble, à Lyon, à Chambéry, puis pour finir en Suisse. En fait, elle raconte toujours la guerre, et moi, enfant, ça m'a beaucoup marqué. Pas maintenant, là j'ai 57 ans, mais quand j'avais, je sais pas, 14 ans, 15 ans, 13 ans, mais même 10 ans, elle parlait beaucoup, elle disait qu'elle avait été libre, qu'elle était jeune, que les garçons la sifflaient dans la rue, qu'elle faisait du vélo à Saint-Paul-de-Vence, qu'il faisait beau. Elle ne raconte, c'était que comme une version presque heureuse. Et alors, quand je lui dis ça, elle dit, mais pas du tout, on a couché par terre, etc. Mais malgré tout, les souvenirs qu'elle dit sont les souvenirs de, comme si la guerre avait été une traversée dans l'adolescence et pas une traversée vers la mort, vous voyez. Et ça, je pense qu'enfant, ça m'a beaucoup influencé. Je n'ai pas réussi à voir la Shoah. C'est que par la littérature, par l'histoire, etc. que je suis pas, voilà, je me rends compte de ce que c'est, mais et je n'ai pas eu de famille directe impliquée, en gros déportée. Et je vous racontais tout à l'heure, j'ai fait une recherche au mémorial de la Shoah. J'ai trouvé qu'il n'y avait que 11, c'est beaucoup 11, mais c'est pas non plus tant que ça, 11 Carcassonnes en tout qui ont été déportés et qui ne sont pas revenus. Vous pourriez nous parler de... Alors, Maurice connaît, j'imagine, bien mieux que moi cette communauté, c'est justement à laquelle... les fameux juifs du pape. Alors, j'ai bien cru comprendre qu'il s'agissait d'une aristocratie. Non, c'est comme ça qu'ils se voyaient. C'est comme ça, justement, qu'ils se voyaient eux-mêmes. En fait, c'est... Bon, probablement... D'abord, la première trace du judaïsme dans le coin... c'est vraiment Avignon, l'Île-sur-la-Sorgue, Cavaillon, Carpentras. C'est les quatre villes saintes, dit-on, de la Jérusalem du Midi. C'est pas moi qui sonne, je crois. Enfin, j'espère. Non, mais il a mon téléphone, donc c'est pas moi qui sonne. En fait, autour de ces quatre villes, il y a une population qui va rester mystérieusement à peu près stable en termes de population. C'est vraiment entre 2000, 2500 personnes, etc. Essentiellement groupées donc, dans des ghettos, à Avignon, Cavaillon, Carpentras, l'Île-sur-la-Sorgue. Il y a 2 synagogues importantes, une qui est très belle d'ailleurs toujours, qui est celle de Carpentras, une autre qui est celle à Cavaillon. Et en fait, la première trace, donc, elle date, c'est à Orgon, c'est l'actuel, j'ai un trou de mémoire, Paul Salmona, le directeur du MAJ. Voilà, le décrit dans le musée d'art et d'histoire du judaïsme, le décrit dans un livre sur l'archéologie du judaïsme. Il y a une lampe à huile juive qui a été trouvée à Orgon, je crois, dans la Durance, ou quelque chose comme ça, et qui serait probablement datée du 1er siècle ou du 2e siècle après Jésus-Christ. Et c'est sans doute, en tout cas, la première trace archéologique dans le coin d'une présence juive. On suppose, c'est assez obscur, mais on suppose que les gens sont venus avec les légionnaires romains, à peu près. Et on pense que les légionnaires romains, à l'époque où il y avait la Narbonnaise, Narbonne était une ville très importante, à la fois pour les Romains et pour l'histoire juive, se seraient probablement installés là, les auraient laissés là, et ensuite ils ont essaimé. Et mon nom, Carcassonne, montre assez bien par l'onomastique la plus simple que c'est probablement d'abord le Languedoc et ensuite le comtat venessin. Mais moi, ce qui m'a fasciné, alors parce que je suis pas historien, il y a des historiens qui ont fait des livres là-dessus, c'est justement ce sentiment double, ce que j'appelle la minorité au carré, c'est-à-dire de minorité dans la minorité.
tout ce que j'ai lu sur les Juifs du pape, et même le peu que mon père a transmis, ça passait pas forcément par des choses, des leçons d'histoire, mais plutôt par voilà, par des sentiments, par des voyages qu'on faisait, etc. C'était l'idée que ces gens, je sais pas pourquoi, s'étaient autoproclamés d'une forme de judaïsme un peu aristocratique, au sens où ils ne voulaient se confondre ni avec les Ashkénazes, avec qui effectivement il y avait peu de rapports, mais ni non plus complètement avec les séfarades, donc venus d'Espagne et du Portugal. Ouais. Donc une mystérieuse conscience auto-inventée, je pense, auto-proclamée. C'est encore la transmission, c'est-à-dire qu'ils se sont transmis les mêmes traditions de siècle en siècle, avec en plus une littérature qui leur appartient, dont Armand Lunel. Armand Lunel. Mais vous savez, quand j'ai trouvé, donc il y a un écrivain qui s'appelle Armand Lunel, qui est, comme son nom l'indique, la ville de Lunel, et dans un de ses livres, il a écrit un livre très bien écrit sur l'histoire. Enfin, c'est quelqu'un qui écrit, et j'ai trouvé, je le cite, je crois, dans mon livre, à un moment donné, quelque chose sur le fait que les Juifs du pape s'estiment les aristocrates du judaïsme. Et vraiment, j'étais content parce que comme j'avais cette impression qui me venait de mon père, qui me venait de la famille, je me disais, il y a quelqu'un qui a fait autorité sur la question, qui dit la même chose et qui a le même sentiment. Ce qui est un peu triste, c'est qu'au fond, j'étais à Carpentras il n'y a pas longtemps pour faire un débat à la librairie de Carpentras, à l'ombre de la synagogue et de l'immense cathédrale qui est à côté. Je trouve honnêtement, il reste plus rien de ça, au sens où, en fait, cette trace millénaire n'a aucune trace mémorielle. Et j'ai croisé récemment plusieurs fois le grand rabbin de France, Rim Corsia, qui m'a dit en rigolant, même le pape ne sait pas ce que c'est. Et c'est assez incroyable parce que en fait, c'est vraiment une histoire qui n'est pas du tout racontée, qui n'est pas du tout transmise. Et je trouve que, pour reprendre d'ailleurs une expression de Paul Salmon là aussi, c'est un peu une tâche aveugle de l'histoire française. Le judaïsme dans son ensemble l'est. Mais cette minorité dans la minorité, cette espèce de coquillage heureux, donc il y a cette expression d'André Schwarzbart, grand écrivain, prix Goncourt, qui dit dans son livre Le Dernier des Justes, il dit qu'un personnage découvre le judaïsme là dans le Midi, il arrive dans le Midi, et il dit « je découvre un paradis ». Et en fait, on a l'impression que vraiment, c'était quand même quelque chose qui est resté stable, qui est resté minoritaire, mais stable, et extrêmement protégé. Et c'est là où les choses sont compliquées. Dans la conscience collective, le mot ghetto renvoie à des coups, des humiliations, des brimades, des vexations, une vie coupée des autres, etc. Dans le fait historique, les ghettos sont aussi une protection. Et en fait, les gens ont vécu dans ces ghettos, qui n'existent plus, à Avignon, à Cavaillon, à Carpentras, malgré tout protégés. Alors ça ne s'appelait pas des ghettos, non, absolument. Des juiveries. Ça s'appelait des carrières et des juiveries, les deux mots. Oui. Non, le ghetto est un mot générique maintenant on a employé partout, mais dont l'image renvoie à une forme de malheur, alors qu'en fait, c'était aussi une protection. À ce titre-là, moi j'ai lu un document dans mes recherches formidable, je crois que c'est à l'Île-sur-la-Sorgue, je cite la date, mais ça doit être au XVIIIe siècle, les Juifs de l'Île-sur-la-Sorgue repoussent des malheureux Juifs de Pologne, d'Allemagne, qui venaient là, qui étaient des colporteurs, et il les fout dehors, il les garde genre 24 heures, au bout de 24 heures, il les renvoie avec un coup de pied au derrière. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas du tout accueillants. Pas à ce moment-là, il n'y a pas de solidarité, non. Ça a toujours été... Mais justement, il y a ce grand univers des Juifs de la Provence, et l'autre grande figure qui apparaît, c'est Adolphe Crémieux. Oui, Crémieux est un personnage vraiment extraordinaire, parce que c'est vraiment un personnage qui a porté justement le judaïsme vers l'universel, mais qui a porté aussi la France. C'est vraiment l'héritier l'un des premiers juifs émancipés, républicains, universel. Il a eu un malheur, c'est qu'il était président de l'Alliance israélite universelle. Il a dû en démissionner parce que sa femme, et je ne sais pas pourquoi, parce que c'est pas expliqué dans les livres que j'ai lus sur Crémieux, sa femme s'est convertie au catholicisme. Alors ça lui a fait un gros choc, je suppose, parce qu'à l'époque, bon. Mais vous voyez, Crémieux, pour moi, c'est quelque chose de vraiment, je peux pas lire d'ailleurs ces passages sans éprouver le frisson, si j'ose dire, de
quand même de la République, parce que c'est lui qui va, le premier, il va changer la loi sur vous savez, le décret judaïco-mori, c'est-à-dire la loi par laquelle, à l'époque, quand un juif était assigné au tribunal, hein, ou faisait un procès à quelqu'un d'autre, au lieu de prêter serment de manière laïque, il était obligé de prêter serment sur sa religion, en présence d'un rabbin. Donc en fait, il était désigné, si vous voulez, il pouvait être n'importe quoi. Je dis, il pouvait être épicier, vendangeur, marchand de textile, etc. Il était ramené par le tribunal à son identité juive. Or, cette prestation de serment a duré très longtemps, hein, même après l'émancipation, etc. Et c'est Crémieux, voilà, je ne sais plus quelle date, c'est Crémieux qui va avoir des paroles extraordinaires, je trouve, d'universalité. Et en 1860, ça m'a rendu sympathique définitivement, Crémieux fait un discours à la Chambre, dont on a la trace, hein, tout ça est documenté, un très beau discours, comme on en faisait, je pense, parmi les orateurs de l'époque. Il fait un discours pour défendre les chrétiens libanais, qui à ce moment-là sont massacrés par les Druzes. 1860. On a évoqué rapidement votre mère. Il y a aussi un portrait, plutôt en creux d'ailleurs, parce que ça reste malgré tout, vous regrettez de ne pas l'avoir connu davantage. Il y a donc ce portrait de votre père. Oui, je me suis arraché un peu les tripes hein, sur ce chapitre aussi. C'est-à-dire, ma mère, même avec des rapports compliqués, elle est extrêmement large, si j'ose dire, parce qu'elle est toujours vivante et en pleine forme. Enfin, en pleine forme. Bon, comment on peut l'être quand même à 92 ans, mais bon. Et mon père est mort à 59 ans. Donc en fait, mon père, si vous voulez, c'est surtout un absent pour moi. Et j'ai comme si j'essayais de creuser un trou dans une absence. Donc c'est un chapitre qui, je veux dire, a été très difficile à titre vraiment personnel pour moi, à titre humain, m'a arraché les larmes, parce que je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à en parler en fait. C'est assez dur. Et moi, je m'aperçois que vous n'avez pas répondu à ma question de tout à l'heure. Ah oui, est-ce que sur la naissance d'un écrivain? Non, sincèrement, c'est pas de la fausse modestie. J'ai fait 30 ans d'édition et je continue. J'ai du mal. D'abord, ça va être assez compliqué pour moi de passer de l'autre côté, parce que c'est pas par modestie d'ailleurs, ça, c'est plus parce que je connais le travail des écrivains, leur solitude, le côté vraiment pénible que ça peut avoir. Et je pense que j'usurpe un peu mon rôle en faisant ça, ce qui est d'ailleurs pas... Vous n'êtes pas le premier éditeur à mettre la Non, mais je pense que je l'ai fait un peu trop tardivement, donc du coup j'ai presque l'impression, si vous voulez, ça fait partie de ce mot retournement d'ailleurs, hein, que je fais quelque chose que j'aurais peut-être pas dû faire. Il y a une forme de transgression là-dedans qui est pas d'ailleurs désagréable, mais qui tient pas au fait de savoir écrire, parce que ça, une fois de plus, j'avais quand même beaucoup écrit, mais c'est plus au fait de me mettre à la place des gens que je vois tous les jours et que je publie. C'est un drôle de sentiment. Et vous avez aussi un drôle de regard sur les éditeurs, je cite de mémoire, marchand du courage des autres. Oui, alors pas tout le monde, mais moi, oui. Moi, j'ai beaucoup poussé certaines personnes dans leur retranchement autobiographique, y compris des gens connus. C'est-à-dire, je les ai beaucoup poussés à dire des choses sur eux-mêmes, dire des choses qu'ils ne voulaient pas dire. En fait, moi, je pense que je suis quelqu'un qui a beaucoup fait pleurer dans son bureau des auteurs ou des jeunes auteurs, parce que je les poussais à dire des choses dures, qui voulaient dire, hein, je les force pas, après ils étaient libres, hein, mais du coup, leur courage, ça a été quand même leur courage. Et moi, j'ai un peu provoqué ce courage, si vous voulez. Donc, et comme malgré tout, le métier d'éditeur est un métier de marchand, c'est là que j'ai eu cette formule de marchand du courage des autres. Mais vous dites que finalement, dans ce retournement, vous n'êtes pas écrivain, enfin... Peut-être parce que vous êtes surtout dans la transmission des autres. C'est-à-dire, quand on voit ici comment vous citez Lévinas, Benny Lévy, Charles Mopsic, Léo Strauss, Bernard Lazare, Peggy... Enfin, vous construisez avec la pensée des autres pour faire vous, et votre pensée à vous, et votre identité à vous, mais vous avez ce besoin de transmettre. Oui, non, c'est vrai, j'ai toujours ressenti le besoin de transmettre, et là, c'est pas une image, il y a beaucoup de gens qui disent ça, et
je ne sais pas si c'est vrai. Après, je les accuse pas de mentir, mais je ne sais pas si. Moi, j'ai vraiment été élevé par les livres, au sens où j'étais très seul. À l'époque, il n'y avait pas Internet, il y avait 3 chaînes de télévision, même une. Et il y avait la Mire. On a oublié la Mire. À 11h30, il y avait. Bon. Donc, en fait, on ne regardait pas la télévision, on n'avait pas Internet. Et moi, j'étais timide en plus. J'étais élevé seul. Et heureusement qu'il y avait les livres. Les livres ont vraiment été mes compagnons. Puis j'ai plongé dedans. Et d'une certaine manière, c'est vrai que j'ai toujours essayé de transmettre. Après, c'est un autre débat. Mais en tant qu'éditeur, aujourd'hui, et pardonnez-moi, je ne veux pas du tout faire offense à qui que ce soit en disant que les plus jeunes ne sont pas forcément dans cette salle, c'est-à-dire que c'est très difficile de transmettre. Aujourd'hui, et c'est vrai que ça m'arrive donc de plus en plus, quand je vais présenter notre rentrée littéraire ou quand je vais présenter des livres, etc., j'aborde spontanément et sans me forcer un certain nombre de références culturelles qui ne sont pas forcément très pointues, et je me heurte de plus en plus à de l'incompréhension, de l'inculture, ou pire, parce qu'on peut toujours corriger son absence de culture. Il y a des tas de choses que je ne connais pas. La paresse de ne pas vouloir, ce que je trouve pire que tout, c'est-à-dire après tout, moi, si vous me dites, il m'a parlé tout à l'heure comment vous l'appelez, Knut. J'ai tout de suite été regarder qui c'était, etc. Puis voilà, je veux dire, on peut réparer. Enfin, c'est pas grave d'ignorer certaines choses si on a envie de les connaître après. Désolé, je suis bavard. Non, en plus. non, il y aurait beaucoup de choses à ajouter, mais sinon, oui, on va laisser les périodes de signature. Oui, voilà, absolument. Les questions peuvent exister toujours, bien évidemment, mais autour des livres, peut-être. Merci en tout cas. Merci. À nous deux, Carole. Merci. En tout cas, bravo. C'est un livre, encore une fois, inépuisable. Parce que inépuisable on a et des tas de qui, questions dans notre pour salle. moi, révèle l'identité juive du XXIe siècle. Vous avez écouté à l'instant Manuel Carcassonne, auteur du livre Le Retournement, édité chez Grasset, lors d'une rencontre enregistrée le 24 mai 2022 à la librairie Ombre Blanche, réalisée et mise en onde par Radio Radio.